Très heureux d'être encore avec vous pour décrypter les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique avec la recrudescence des coups d'État, la pénétration chinoise, le retour en force de la Russie en Afrique. En perspective, nous parlerons du sommet France-Afrique avec la société civile africaine. Les diasporas y sont également conviés. Il y aura aussi le sommet Biden sur la démocratie dans le monde, la lutte contre la corruption et le respect des droits de l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être fidèles à Telar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, Monsieur Dieudonné Roger Nzaba, président du Parti du peuple congolais, le PPC. Il est également entrepreneur et président d'une fondation. Bonjour, Monsieur Roger Nzaba. Bonjour, Monsieur Perrin, et bonjour aussi à vos téléspectateurs. Alors, on va commencer probablement par, puisque j'ai dit d'entrée de jeu que vous êtes aussi président d'une fondation, la fondation Roger Nzaba. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire c'est quoi cette fondation, en quoi elle consiste, quelles sont finalement ses activités? La fondation Roger Nzaba, qui existe depuis 2010, c'est une fondation qui s'occupe des démunis et des orphelins, et aussi nous aidons les étudiants qui ont des difficultés pour payer leur scolarité avec le programme que nous avons, que nous appelons Kutanga. Kutanga Sponsorship Advisory Program. Ça, c'est le programme que nous avons. Et nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Kudiamingi. Donc, nous donnons tout ce qui est non périssable aux démunis et aux orphelins. Donc, nous avons au moins 2200 familles que nous nous occupons d'une manière hebdomadaire en Afrique du Sud. Et la fondation n'est pas seulement basée ici en Afrique du Sud. Nous avons un bras vers le Ghana. Nous avons aussi quelques activités en Ouganda et au Zimbabwe. Et là, nous avons un représentant en Swaziland, à Lesotho, et aussi au Botswana. Donc, en un mot, ce sont des activités de la fondation. Pour terminer sur la fondation, nous sommes en train de construire ce que nous appelons les House of Zondi. C'est une maison qui est basée à Blue Hill, sur un terrain de 21 000 mètres carrés, et ça serait un centre d'accueil. Ça serait aussi un centre d'apprentissage, et ça serait aussi un centre là où nous aiderons les leaders de demain. Donc, en un mot, voilà les activités de la fondation Roger Nzaba, ici à Johannesburg. Alors, bizarrement, vous n'êtes pas installé au Congo-Brazzaville avec votre fondation. Pourtant, j'entends dire Kutanga ou Diaming. Ce sont là des termes tout à fait congolais, mais curieusement, je n'ai pas entendu le Congo-Brazzaville dans le listing que vous venez de… Le Congo-Brazzaville, nous voulons bien nous établir, mais ce sont les conditions. Les conditions ne nous permettent pas d'être établis au Congo-Brazzaville pour le moment. Mais c'est notre souhait. Le Congo, d'ailleurs, on a besoin. Le Congo, d'ailleurs, a plus de difficultés que les pays que nous venons de mentionner. Mais malheureusement, les conditions manquent. Les conditions manquent pour nous permettre d'avancer avec les activités sur le terrain au Congo-Brazzaville. Mais ça serait un plaisir pour la Fondation Roger Nzaba d'exercer ces activités en République du Congo. Alors, parlons donc de votre parti, le Parti du peuple congolais, le PPC. Il existe encore? Il vit? Ou il a disparu? La politique, c'est comme la sorcellerie. La politique continue, les idéaux sont là, les activités du parti continuent. Ça ne veut pas dire que si nous ne nous exposons pas, ceci n'est pas synonyme que les activités ont cessé. Nous travaillons et nous devons continuer à travailler parce que les mêmes mots qui nous ont poussés à créer ce parti existent encore. Au Congo-Brazzaville, nous ne respirons pas encore la vraie démocratie. Et donc, les activités du parti continuent. Nous sommes là, nous travaillons dans le calme. Nous sommes toujours là en train de travailler pour le bien des Congolais. Est-ce que c'est une indiscrétion de nous parler d'un de vos cadres du parti, en l'occurrence Paul-Marie Pouellet, paix à son âme, qui s'était rapproché de Brazzaville et on a cru même que le PPC était finalement allié du régime de Brazzaville? Mais vous connaissez très bien les activités du PPC en 2014-2015. On ne peut pas dire que le PPC
était allié à un certain parti politique appartenant à la mouvance présidentielle. Le PPC a toujours eu une démarche. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une démarche unilatérale, parce que le PPC travaille avec d'autres partis de l'opposition que vous connaissez. Nous avons des éléments qui sont sur le terrain, même à Brazzaville. Vous connaissez avec la situation politique du Congo. Maintenant, là, être opposant, c'est une situation quand même un peu délicate. Vous savez ce qui se passe avec les opposants au Congo-Brazzaville. D'autres sont en prison. La chasse aux sorcières continue. Et on est là. Mais nous travaillons. On n'a jamais abdiqué. Hein. Ce combat, il est impératif que nous continuions. C'est un combat important. Mais comme vous savez que la victoire arrivera lorsqu'il y aura la vraie démocratie au Congo-Brazzaville. Nous avons toujours parlé de la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas une fable. C'est un vrai mot. Nous voulons que la restauration soit mise en place pour que nous puissions continuer avec nos activités. Vous connaissez le Congo-Brazzaville est un malade. C'est un pays malade. C'est un pays qui a besoin de ses enfants. Et nous, étant des patriotes, étant des gens qui veulent que les choses avancent, nous sommes là, nous travaillons pour la démocratie. Et nous avons cet espoir que nous arriverons à des résultats limpides bientôt. Et ce ralliement d'un de vos membres du parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, a dû ternir quand même un peu votre parti, sinon la crédibilité de votre parti. Comment vous avez réglé cela? Alignement, bon, quand même, c'est un mot un peu difficile. Lorsqu'un individu est libre de choisir son camp politique, ce n'est pas le parti qui s'était allié, ce sont des individus. Tout le monde est libre. C'est comme un joueur de football, il joue dans cette équipe, il est libre de changer l'équipe. Et voilà ce que nous avons. Mais vous savez, au Congo, il y a un problème. Il y a plusieurs acteurs politiques montrent de la vision politique. Et c'est ça l'inconsistance que nous déclinons tous les jours. L'inconsistance. Voilà l'inconsistance. Certaines personnes, ils se disent, bon, voilà, il faut la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. D'autres disent que non, les choses n'avancent pas. Et un bon matin, il se réveille, c'est comme s'il souffrait de la schizophrénie. Bon, voilà, les choses vont maintenant bien, le président Sassou, c'est l'homme qu'il faut supporter. Bon, voilà, ce sont des hommes qui ont changé. La vision politique du parti est restée intacte. Nous voulons la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville et nous travaillons pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Malheureusement, avec le président Sassou, il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Ce que nous voyons là, c'est la congocratie. Et la congocratie est en train de prendre des fissures. D'ici peu de temps, il y aura mutation. D'ici peu de temps, c'est une puce que vous mettez à l'oreille des Congolais, c'est cela. Alors, venons donc à notre sujet central, les enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique centrale, je disais, avec bien entendu la recrudescence des coups d'État qui sonnerait donc le glas du discours de la Baule qui impulsait, comme vous le savez, la démocratisation en Afrique. Après, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de la situation dans laquelle est plongée actuellement l'Afrique? En Afrique, nous avons un problème. Le problème des Africains, c'est le leadership. Les problèmes que nous avons en Afrique, c'est un problème de leadership. Nous avons des présidents qui sont là en train de tripoter les constitutions parce qu'ils savent qu'ils sont presque à la porte. Mais dans chaque jeu, il y a des règles. On ne peut pas se permettre de changer les règles du jeu pour son bénéfice personnel. Et c'est ce que nous vivons au Congo-Brazzaville. La Constitution a été changée en 2015. En 2015, la Constitution a été changée. Et nous avons eu les élections en 2016 avec une Constitution qu'on a forcée aux Congolais. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes dans une Afrique là où les gens sont plus intéressés à se maintenir au pouvoir. Au lieu de se battre pour des vraies questions, pour améliorer la vie de nos citoyens, nos compatriotes, les acteurs politiques africains, ou je peux dire les politiques africains, pour eux, c'est se maintenir au pouvoir. Et vous voyez un peu, ils sont entourés d'une caste qui encourage ces balivernes politiques. Mais vous voyez, l'Afrique n'avance pas. Et c'est ce que nous avons eu, c'est ce que nous avons vu comme problème, admettons, au Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé, un grand homme politique. Mais le président Alpha Condé était le représentant des étudiants africains en France. Le président Alpha Condé s'est battu pour la démocratie dans son pays pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Nous connaissons avec Alassane Condé, nous connaissons tout ce qui s'est passé avec le président Alpha Condé. Mais une fois arrivé au pouvoir, et voilà,
il commençait à fréquenter certains empereurs du continent. Et la logique a changé. Tout a changé. Il a changé, il a modifié la constitution de son pays pour briguer un troisième mandat. C'est ce qui se passe partout en Afrique. Nous avons vu ces choses au Gabon, nous avons vu ces choses au Congo-Brazzaville et nous avons vu ces choses presque partout en Afrique. Malheureusement, c'est une maladie qu'il faut combattre avec un fer très chaud. Alors, nous avons vu au Mali, après le coup d'État, et maintenant on nous parle du rapprochement avec la Russie. Quelle appréciation avez-vous du retour en force de la Russie en Afrique? Oh, Monsieur Perrin, comme vous savez, les Occidentaux, hein, ils n'ont pas d'amis. Hein. Pour eux, ce sont les intérêts. Ils viennent, lorsqu'ils remarquent que non, voilà, le pot s'est cassé ou le pot a des fissures, bon, ils viennent pour chercher à remplacer un pot. Mais c'est que nous savons qu'ils sont là pour prendre. Ils ne sont pas là pour donner. Malheureusement, les Africains doivent savoir une chose. Le temps est arrivé que les Africains se concentrent d'un vent africain, que les Africains se focalisent à ce qui concerne seulement le continent. Nous avons tout. Malheureusement, on va parfois même demander les choses que nous avons déjà. Nous levons, bon voilà, on va en France, on va aux États-Unis pour demander les choses que nous avons déjà. Mais les Africains, nous avons l'intelligence. Hein? On ne parle pas de l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Tout ce que nous connaissons de l'histoire de l'Afrique, c'est une Afrique après la colonisation ou pendant la colonisation. Mais les Africains, on a toujours été organisés. Le Royaume Congo avait un roi, avait un premier ministre, avait des ministres, mais qui nous avait appris cette organisation? Et pourquoi nous continuons toujours à minimiser l'Afrique? Alors, dans cette foulée, donc la pénétration chinoise, j'ai parlé tout à l'heure de la Russie qui revient en Afrique. Il se trouve que la France organise d'ici là un sommet France-Afrique, mais la différence, c'est que ce ne sont plus les chefs d'État qui seront donc conviés là-bas, et c'est plutôt la société civile africaine et aussi les diasporas. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que le thème d'abord du sommet, c'est la réinvention des relations France-Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommet? Est-ce vraiment la réinvention de ces relations ou bien c'est une reconquête finalement de l'élite africaine, cette jeunesse qui ne semble pas se laisser dominer par les puissances occidentales? En passant, je peux vous dire ici que j'ai reçu cette invitation. Il y a eu des exigences que voilà, il faut avoir ces 2 doses de vaccin, si c'est les Pfizer. J'ai reçu cette invitation. Mais c'est quand même un peu rigolo. Hein? Ça fait un peu rire parce que la France a creusé un trou qu'il ne peut plus couvrir. En RCA, admettons, les Centrafricains se disent que s'ils ont 2 coups d'État, c'est parce que la France est en train de supporter un camp pour renverser les institutions. Nos amis sénégalais disent, bon voilà, ils en ont marre du franc CFA. Et il faut une nouvelle monnaie. Parce que cette monnaie ne nous aide pas à décoller. Et dans d'autres pays africains, disent, bon voilà, la confusion que nous avons, c'est la France. Mais nous, les Congolais surtout, la France nous a fait payer un gros prix. La guerre de 97. La guerre de 97 au Congo-Brazzaville. Vous connaissez bien l'affaire Oxy. La guerre de 97. Vous pouvez peut-être le rappeler pour l'intérêt de nos téléspectateurs, parce que nous sommes suivis par le monde. Un petit rappel. Vous connaissez cette affaire, là où il y a eu un investissement français avec Nkossa. Vous connaissez, il y a eu un investissement français avec Nkossa. Et le gouvernement congolais était fixé. Et le gouvernement congolais demandait s'il pouvait avoir des avances de paiement. Mais malheureusement, avec les caprices de la France, nous avons opté, je ne dis pas nous, le gouvernement de l'époque a opté d'aller chercher les fonds américains avec la société Oxy. Et malheureusement, ça a été mal pris par les dirigeants de Elf Congo à l'époque. Et ceci nous a donné une grande guerre que nous connaissons comme la guerre de juin 1997. Cette guerre qui a fait plusieurs morts et cette guerre qui nous a fait régresser. Le président Pascal Lissouba, élu démocratiquement, a été renversé par un poste supporté par la France. Et nous connaissons bien cette histoire. Il ne s'est jamais caché. Le président Sassou ne s'est jamais caché. M. Tarolo, qui était à l'époque, ne s'est jamais caché sur cette question.
Monsieur Lissouba nous a fait des rappels pareils, donc nous connaissons bien. Et malheureusement, la France, même si la France nous fait payer ses gros prix, la France veut toujours laver ce linge avec nous. Nous parlons que voilà, il faut que nous puissions répondre. Mais c'est une solution, l'exercice et relations publiques de la France. Dans le même cas, pourtant, la France estime qu'avec ce sentiment qu'il appelle le sentiment anti-français, le fresh bashing, que c'est plutôt une manipulation de l'élite africaine contre la France. Mon ami, donc, vous accusez la France, la France accuse les Africains. Il y a des discours qui se disent en Occident. Et ces discours, si vous écoutez, ce sont des discours un peu qui donnent une grande tristesse pour nous, l'élite africaine. Je m'exprime. Et souvent, les Occidentaux disent que celui qui contrôle l'Afrique dominera le monde. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour le développement de l'Europe, pour le développement des Amériques. Voilà pourquoi tout le monde se précipite en Afrique. Voilà pourquoi les Russes se précipitent en Afrique. Voilà pourquoi les Chinois se précipitent en Afrique. Voilà pourquoi les Français sont toujours en Afrique. Mais lorsque vous regardez ce pays, ils ont quoi? Le pétrole que la France fait gérer de gauche à droite, c'est un pétrole africain. C'est un pétrole qui vient de l'Algérie. C'est un pétrole qui vient de l'Angola. C'est un pétrole qui vient de la Guinée équatoriale. C'est un pétrole congolais. C'est un pétrole gabonais. La France a quoi? La France a la connaissance. Comment traiter. Mais la matière première n'appartient pas à la France. C'est un produit africain. Donc, celui qui contrôlera l'Afrique, c'est celui qui va contrôler le monde. Mais tout ce que nous voyons, c'est l'exercice là que la France va avoir avec la diaspora. Mais ça, c'est du pur PR, comme on dit en anglais. N'est-ce pas là une perte de confiance avec ces préfets? Nous ne faisons, les Africains ne font plus confiance aux Français. Les Africains ne font plus confiance aux Français. Les Africains ne font plus confiance aux Américains. Les Africains ne font plus confiance aux Russes. Les Africains ne font plus confiance aux Chinois. Mais c'est par contre nos dirigeants qui font confiance. Mais c'est vrai, on doit avoir des partenaires. On doit avoir des partenaires économiques, il est évident. Mais si il doit y avoir un partenariat entre la France et l'Afrique, les procédures doivent changer. Les méthodes doivent changer. Malheureusement, avec la France, nous connaissons la France. La France a toujours eu les mêmes solutions pour les mêmes problèmes. Alors, puisque nous avons dit sommet en France en octobre, bientôt là, 2 mois après, je crois en décembre, ça sera le tour du sommet Biden sur la démocratie dans le monde. Est-ce qu'on peut y voir la réponse sur l'échec de l'esprit de la boule? Mon cher frère, on voit toujours qu'il y a hiatus entre ce qui est prêché sur les médias et ce qui est sur le terrain. Mais les États-Unis, mais c'est le même comportement non français. C'est le même comportement français. Ces gens n'ont pas des amis en Afrique. Ils ont quels intérêts. Ils ont quels intérêts. Lorsqu'ils viennent nous visiter, bon voilà, ils viennent avec leur multinationale. Hein. Ils ont besoin de nos matières premières. Ils ont besoin de tout ce que nous avons au sous-sol. Mais ce ne sont pas nos amis. Ils sont là pour leurs intérêts. Et toutes ces conférences que vous entendez, conférence États-Unis la France, conférence France-Afrique, mais ce sont des choses qui sont déjà faites pendant plusieurs décennies. Il y a quel changement en Afrique? Nous vivons les mêmes choses en Afrique. En Afrique, c'est comme si c'était un rêve hein, et jamais les gens ne se réveillent. En Afrique, c'est toujours comme si nous vivons la préhistoire. L'Afrique ne se développe pas. Lorsque vous comparez l'Afrique avec certains pays, on se dit que parfois il y a une erreur de procédé ou une erreur de pratique. Même les routes là, c'est un luxe. Au Congo-Brazzaville, admettons dans mon pays, même l'eau du robinet, c'est un luxe. De l'électricité, c'est un luxe. Et là, nous sommes en 2021. L'Afrique n'avance pas parce que nous avons des partenaires qui sont là en train de nous piller. Voilà le mot, piller, avec la complicité de nos dirigeants africains. Alors, ils sont en train de piller l'Afrique avec la complicité, vous avez dit, des dirigeants africains. Quand les Burkinabés ont chassé Compaoré, nous avons entendu au niveau de Brazzaville que le Burkina n'était pas le Congo. Et lorsque en Guinée, Alpha Condé est chassé, on dit, ben, écoutez, la Guinée n'est pas le Congo. Alors, on sait généralement, les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets. Est-ce qu'on peut penser
que d'ici là, un mouvement pourrait s'opérer au niveau du Congo-Brazzaville? Parce qu'apparemment, ce sont les mêmes réalités. Les mêmes réalités, oui. Malheureusement, je peux vous dire ici que cette marmite est en train de bouillir, malheureusement. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui ne se développe pas rapidement. La jeunesse est dans la pauvreté. Et ça, nous le savons très bien. Un pays de 342 000 mètres carrés. Au sud, vers Pointe-Noire, nous avons l'océan Atlantique. À Brazzaville, nous avons le fleuve Congo. Toute cette richesse, il n'y a toujours pas l'eau qui coule au robinet. Un pays producteur du bois. Les élèves font encore le cours à même le sol. Un pays producteur du pétrole. Regardez un peu les conditions des Congolais. Là où les retraités ne sont pas payés. Là où parfois même les fonctionnaires ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Congo-Brazzaville, oui, nous avons le fer. Hein. Nous avons le fer, nous avons le nickel, nous avons le cuivre, nous avons même l'or au Congo-Brazzaville. Mais regardez un peu les conditions des Congolais. Malheureusement, cette marmite est en train de bouillir. D'ici peu de temps, il y aura des conséquences néfastes. La situation est très nébuleuse et même le président de la République, parfois, je ne pense pas qu'il est en train de contrôler la situation au Congo-Brazzaville. D'ici peu de temps, moi, je peux vous dire qu'il y aura l'apocalypse dans ce pays. Les observateurs de la vie économique et politique du Congo-Brazzaville conviennent à dire que le Congo va droit au mur. En plus donc de sa situation économique et financière catastrophique, aujourd'hui, on note bien que la communauté internationale semble tourner le dos au Congo. Le Congo n'inspire plus confiance aux institutions financières internationales. À quoi peut-on s'attendre maintenant là, sinon dans un avenir proche? Moi, j'ai toujours voulu donner quelques conseils à nos dirigeants. Malheureusement, tout ce que nous vivons, c'est la conséquence du changement de la Constitution de 2015. Ce référendum n'avait pas droit d'avoir lieu parce que le président Sassou Nguesso ne pouvait plus encore se présenter. Et donc, ce qu'il a fait, il a changé la Constitution pour se donner un troisième mandat. Malheureusement, ceci a créé beaucoup de conséquences dans tous les niveaux. Au niveau économique, nous avons de grands problèmes. Les négociations avec les institutions internationales financières, malheureusement, ne peuvent pas s'aboutir lorsqu'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais accountability, malheureusement. Au Congo-Brazzaville, la gérance est nébuleuse. Au Congo-Brazzaville, il y a un problème. Il n'y a pas l'intégrité dans la chose d'État. Le vol est normal, la concussion est normale. La gestion de la chose de l'État est problématique au Congo-Brazzaville. Sur le champ, ces institutions demandent des vrais comptes. Ces institutions demandent qu'on puisse avoir des vrais comptes. Malheureusement, le Congo-Brazzaville est incapable de fournir les vrais comptes. Et voilà la conséquence, il ne peut plus continuer à travailler avec nous. Le Congo-Brazzaville recule au lieu d'avancer. Le Congo-Brazzaville est en face de plusieurs problématiques, malheureusement. Pour que nous en sortons de cette affaire, il doit y avoir la restauration de la vraie démocratie au Congo-Brazzaville. Avec la restauration de la vraie démocratie au Congo-Brazzaville, nous avancerons sans problème. Malheureusement, sans la vraie restauration, le Congo restera toujours dans cette pluie qui continue à tomber sur nous. Et quand vous parlez de la restauration de la vraie démocratie au Congo-Brazzaville, vous faites allusion à quoi? Au dialogue? Il faut les vraies élections. Comme on appelle il faut les vraies élections au Congo-Brazzaville. Il faut les vraies élections. Comment? Puisque le système est biaisé, il est confisqué. Comment les vraies élections? Il faut les vraies élections au Congo-Brazzaville. Ce gouvernement, on doit recevoir la pression parce qu'il n'y a pas de vraies élections au Congo-Brazzaville. Il nous faut les vraies élections au Congo-Brazzaville. Ce système, c'est vrai. C'est un système basé sur la conservation du pouvoir, c'est vrai. Et même les aveugles peuvent voir, avec les résultats que nous connaissons. Vous croyez vous-même que M. Sassou Nguesso a déjà gagné une élection au Congo-Brazzaville? Même lorsqu'il était président, il y a eu de vraies élections. Je vous apprends ici que M. Sassou était sorti troisième. Et il était président de la République, il était sorti troisième. M. Lissouba était premier, M. Kolela deuxième, M. Sassou était troisième. Croyez-vous que M. Sassou peut gagner une élection libre et transparente au Congo-Brazzaville? C'est impossible. Mais avec cette façon de faire, la concussion que nous vivons tous les jours, les gens sont mis dans des postes compte tenu de leur appartenance ethnique.
Nous vivons l'ethnocentrisme à fond au Congo-Brazzaville. Nous avons un problème de népotisme. On prend un frère, mais bon, voilà, on ne peut pas avancer. Mais, et regardez un peu là où nous allons. On veut prouver que non, une autre partie du Congo est remplie des illettrés, est remplie des gens incapables. On veut prouver qu'une partie de la population congolaise est incapable de faire un travail. Comment pouvez-vous vous expliquer cet apartheid ethnique que nous vivons au Congo-Brazzaville, là où 15% de la population contrôle 100% des activités économiques du pays? Non, quand même, ça ne peut pas marcher, mon frère. C'est pas cette façon de faire, et ce n'est pas une bonne façon. Il faut la restauration de tout. Les institutions doivent revenir à zéro. La réforme de tout le système, la réforme du système éducatif, la réforme du système politique, la réforme du système scolaire, la réforme. Le mot au Congo-Brazzaville maintenant, c'est la réforme. Est-ce que M. Sassou peut prendre un peu de temps pour comprendre ce mot, la réforme? Nous voulons la réforme de tout le système. Mais on ne peut pas avancer. Lorsque nous avançons dans cette démarche, on se rend compte, je vous dis ici qu'on se rend compte que ça va devenir plus difficile avec cette démarche et plus facile avec la vraie démocratie, les vraies élections, les vrais hommes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui dans la rue. Bon, voilà, tu occupes un poste. Mais lorsqu'il s'agit d'un poste, ce poste donne de l'espoir à la population. Ce poste doit donner l'espoir. Ce poste doit faire avancer le pays. Le patriotisme est parti par la fenêtre au Congo-Brazzaville. Les gens préfèrent s'enrichir. C'est devenu une affaire personnelle au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est la question qui s'impose. Par quelle méthode faut-il arriver à faire, comme qui dirait, en fait, l'alternance pour arracher cette alternance démocratique? La pression est déjà montée. Monsieur Sassou le sait. La pression est déjà montée, monsieur Sassou le sait. Il y a des pressions partout. Le Fonds monétaire international fait la pression sur sa gestion. La Banque mondiale fait la pression sur sa gestion. Et nous le voyons en train de caresser les Russes, de caresser les Chinois. Il sort là, et il n'est plus avec ses anciens partenaires de tous les jours. La pression monte. La pression monte parce que nous savons que voilà, avec ce despotisme, ce système n'avancera pas pendant longtemps. Vous voyez, les hommes d'affaires ne peuvent pas investir là où il y a l'instabilité politique. Malheureusement, au Congo-Brazzaville, nous avons cette instabilité qui continue, qui continue, malheureusement. La pression est là. Et la même pression qu'il avait eue en 92 lorsqu'il avait accepté la conférence nationale, c'est la même pression qu'il est en train de vivre. Mais d'ici peu de temps, il finira par accepter qu'il faut la réforme de tout. Il faut qu'il puisse avoir la restauration de la vraie démocratie. Malheureusement. Heureusement. D'ici là, vous avez dit, il finira par céder. C'est par là probablement que nous allons mettre terme à notre émission, avant que vous ayez une dernière préoccupation. Donc, la question n'a pas été posée et ça sera également la conclusion. Notre cri, c'est un cri africain, c'est un cri gabonais, c'est un cri camerounais, c'est un cri ivoirien, c'est un cri guinéen. Nous voulons le minimum. Nous voulons vivre normalement comme tout le monde. Nous voulons de l'eau potable. Nous voulons être capables de payer la scolarité de nos enfants. Nous voulons de l'électricité. Nous voulons que lorsque nous sommes malades, on peut se permettre d'aller dans un hôpital et on nous traite dans des bonnes conditions, des conditions décentes. C'est pas tous les Congolais, c'est pas tous les Congolais qui ont ces moyens. Lorsqu'ils tombent malades, bon voilà, il faut être évacué en France ou en Espagne ou à Dubaï. Nous voulons un Congo là où on respecte les droits humains, là où à cause de tes opinions, on te met pas en prison. Nous voulons un Congo là où les médias sont libres, là où un journaliste peut se permettre de venir dire un mot. Nous voulons un président de la République qui comprend que être président de la République, c'est un travail. C'est pas que voilà, c'est un don qui venant de Dieu. Bon voilà, c'est toi qui dois être là et c'est ta famille qui doit être là pour l'éternité. Nous voulons un président de la République qui est proche de la population. Être proche de la population, c'est respecter les lois que nous avons tous, selon lui, que nous avons voté, la Constitution. Être président de la République, c'est avoir ce sentiment d'amour pour son peuple. Lorsqu'on voit son peuple, lorsqu'il pleut, nous avons de l'eau à la poitrine. Où est l'amour que nous montrons à ce peuple? Lorsque nous voyons les gens, les entreprises étrangères venir dans notre pays, piller notre bois, notre pétrole, notre cuivre, notre fer,
Et ça, c'est l'amour de sa patrie. Nous voulons un président de la République qui est un président national, un vrai président, pas un président d'une tribu ou d'une ethnie. Nous voulons un président de la République, mais nous ne voulons pas un chef coutumier. Malheureusement, au Congo-Brazzaville, nous avons en face d'un chef coutumier qui croit que le pouvoir, c'est à lui et à sa famille. Nous voulons un Congo qui est hors du népotisme. Le népotisme est devenu un problème. Les gens capables n'ont pas cette chance d'accéder à des postes parce qu'ils ne portent pas une voyelle devant leur nom. Nous voulons un Congo là où les gens sont nommés à cause de leur capacité, pas à cause de leur appartenance ethnique. Nous voulons un Congo là où il y a la liberté. Nous voulons un Congo là où la gloire va à la nation, pas à un chef d'État. Nous voulons un Congo là où on respecte les lois. On respecte les lois, oui, les lois doivent être respectées, que tout le monde est égal devant la loi, malheureusement. Voilà, c'est la fin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Monsieur Roger Nzaba. À vous, chers téléspectateurs, merci également de nous avoir choisis aujourd'hui. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.